En Corse, le travail reprend en ordre dispersé. Les enseignants, surtout en Haute-Corse, ont fait classe aujourd'hui. TDF1, les jeux sont faits. Antenne 2 et Canal+ obtiennent chacun 2 canaux satellites. TF1 recalé. Le Liban chrétien complètement isolé, plus de liaison maritime avec Chypre. Accord conclu avec le gouvernement musulman pour l'arrivée du pétrolier français. 47 morts, bilan de l'explosion à bord de l'Iowa, l'un des plus puissants bâtiments de la marine américaine au large de Porto Rico. Viva Italia! 3 victoires italiennes en demi-finale des Coupes européennes. Aucun débordement des spectateurs, sauf la joie. Madame, Monsieur, bonsoir. En Corse, la grève de la fonction publique, qui en est à sa 9e semaine, commence à s'essouffler. Les enseignants ont fait classe ce matin et dans plusieurs administrations, le travail semble reprendre. L'aéroport d'Ajaccio fonctionne à nouveau normalement. Les syndicats, sauf les enseignants, n'ont pourtant pas levé leur mot d'ordre et réclament toujours la réouverture des négociations avec les pouvoirs publics. Le point à Bastia, Christophe Martet. Les banderoles de l'intersyndicale ont été décrochées dans la nuit. L'aéroport d'Ajaccio, bloqué depuis plusieurs semaines par les grévistes de l'administration, fonctionne à nouveau normalement. C'est une volonté de notre part de montrer que nous faisons un geste d'apaisement et pour que les conditions redeviennent normales en Corse et pour qu'on puisse effectivement discuter et trouver enfin une issue positive à ce conflit. C'est le geste que nous faisons aujourd'hui de manière responsable. La FEN avait déjà donné le ton en appelant les enseignants à la reprise du travail ce matin. Nous sommes animés par la volonté de ne pas pénaliser plus longtemps les élèves de Corse sur le seul fait que le gouvernement s'entête à ne pas réouvrir les négociations. Dans plusieurs administrations, les personnels ont décidé d'arrêter la grève, notamment aux affaires maritimes et au rectorat. Et dans d'autres, comme au Trésor et aux impôts, les agents commencent à négocier le paiement des jours de grève. C'est dans ce climat de reprise rampante que les syndicats Force ouvrière et CGT de Bastia ont réuni leurs bases pour décider de la suite à donner au mouvement. Mais nous ne pourrons rien vous dire de cette réunion, car après avoir été accusés à la tribune de déformer la réalité depuis 2 mois, les journalistes ont été priés de quitter la salle. Michel Prada, le haut fonctionnaire chargé d'organiser la concertation avec les syndicats, doit se rendre à Ajaccio demain. Antenne 2 en orbite. Notre chaîne obtient avec ses partenaires 2 canaux sur le satellite TDF1. Canal+ en obtient 2 autres et la 7, comme prévu, le 5e. Ainsi en a décidé le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui a concédé les canaux télé et radio du satellite français aux dépens de TF1. Stéphane Magnier. Le tout jeune Conseil supérieur de l'audiovisuel avait promis de transformer le bijou technique TDF1 en vase pour un bouquet de programmes. Sur les 5 fleurs qui s'épanouissent aujourd'hui, 2 dominent le lot. Canal+ obtient 2 canaux. Canal+ Deutschland, chaîne cryptée franco-allemande, associée au groupe de presse Bertelsmann consacré au cinéma. Et Canal+ tout court, les programmes cryptés actuels, rediffusés sur le satellite, destinés à remplacer à terme le réseau hertzien. Deuxième fleur dominante, le service public et surtout Antenne 2. Elle est partie prenante de 2 canaux également. Le premier, Sport 2-3, en association avec FR3, une chaîne cryptée entièrement consacrée au sport. L'autre projet d'Antenne 2, Canal Enfant, programme crypté consacré aux moins de 14 ans, dessins animés, magazines, variétés, en association avec les presses de la Cité, Bayard Presse, la Caisse des dépôts. Je crois que dans toute l'Europe, l'avenir passe par le service public, par les sociétés publiques, parce que ce sont celles dont la mission est de créer avant tout, et ce sont celles qui ont de grandes capacités pour précisément utiliser de nouvelles techniques, parce qu'elles ont une base technique très solide, une expérience très grande, une diversité d'activités qui est très importante également pour tous les développements de la télévision par satellite et par câble. Le programme de Canal Enfant devrait s'arrêter à 21h30 pour laisser place à celui d'Euromusique, la chaîne musicale qui, à force d'être attendue, était en passe de devenir l'Arlésienne du PAF. Mais le service public obtient également le 5e canal pour la 7, chaîne culturelle, la seule à émettre en clair et qui devrait commencer à diffuser d'ici 1 mois. Car pour toutes les autres, il faudra posséder un décodeur et un décrypteur. Ajouté au prix de l'antenne, l'addition passe à près de 6 000 francs pour le particulier sans compter le prix des abonnements. Toutes ces chaînes cryptées émettront fin 89, début 90.
De quoi sans doute faire grise mine pour les privés, TF1 en tête, qui avait demandé le contrôle de la totalité des 5 canaux et qui, pour avoir été trop gourmand, se retrouve ce soir sans rien. Les derniers blessés libanais évacués par la mission française vont arriver ce soir à Paris pour être à leur tour répartis dans plusieurs hôpitaux parisiens. Quant au pétrolier, le Penhorst, qui attend au large des côtes libanaises, il pourrait bientôt approcher et livrer son carburant aux centrales électriques privées de fioul. Le Premier ministre musulman a confirmé son accord tout à l'heure à l'ambassadeur de France. Dans une conférence de presse qu'il tenait ce matin à l'occasion du sommet franco-allemand, le président Mitterrand a réaffirmé le sens de l'action de la France vis-à-vis du Liban. Qu'est-ce qu'a voulu faire la France dans tout cela? Elle a voulu faire beaucoup plus que témoigner, elle a agi. J'ai employé ces termes, ses actions ou son action humanitaire doit avoir valeur d'entraînement. Il faut que les nations civilisées, celles qui s'intéressent au sort des individus et des peuples, celles qui n'entendent pas résoudre leurs difficultés par la violence, il faut que ces pays prennent conscience de la situation dramatique du Liban, qui a le droit reconnu à sa souveraineté, à son unité, à son intégrité. Et puis il faut reconnaître que ce sont des efforts énormes qu'il faut accomplir pour que cette prise de conscience s'opère. Sans doute en raison d'intérêts multiples, entremêlés, et qui font choisir à beaucoup de pays la voie du silence ou de l'abstention. On détourne le regard. On ne veut pas savoir ce qui se passe. Et ce n'est pas le cas de la France. Paris souhaite toujours que le secrétaire général de l'ONU soit chargé de négocier une solution libanaise. Washington reste sceptique, mais pourtant la diplomatie et l'opinion américaine commencent à s'émouvoir de la situation. Jacques Abouchard. Si M. Pérez de Cuellar décidait de se rendre au Liban ou en Syrie, les États-Unis le soutiendraient. C'est la position définie à Washington, d'ailleurs sans le moindre enthousiasme. Les responsables américains ne croient pas à l'efficacité d'une telle initiative pour faire cesser la canonnade à Beyrouth. Mais, tenu de faire un geste après un entretien téléphonique avec François Mitterrand, George Bush s'est rallié aux vues de Paris. Bush soutient le plan français sur le rôle de l'ONU à Beyrouth, titre d'ailleurs l'influent quotidien Washington Post. Cela ne coulait pas de source. Roland Dumas avait tenté sans succès la même démarche auprès du secrétaire d'État James Baker la semaine dernière à Washington. Il est d'ailleurs révélateur que le roi Hussein de Jordanie et le président Bush n'aient pas dit un mot sur le Liban à l'occasion de la visite d'État du souverain hachémite. Pour les Américains, le Liban est un piège où 250 Marines ont péri en 1983 et où 9 des leurs sont toujours détenus comme otages. Et puis la Maison-Blanche s'efforce de ménager la Syrie. Le président Assad est perçu comme un homme clé dans la recherche de la paix, au même titre que l'Israélien Shamir, l'Égyptien Moubarak, le roi Hussein ou Yasser Arafat. L'Amérique impuissante, en réalité l'Amérique se tait, c'est un complot du silence. C'est en ces termes que le général Aoun a accusé tout à l'heure les États-Unis. Le Premier ministre chrétien, on le sait, veut une solution militaire et non politique, mais il est maintenant pris à revers par un groupe de députés chrétiens soutenus par le patriarche maronite. Ils sont, eux, favorables à la négociation. Dans la mosaïque compliquée et changeante des factions en présence, le général Aoun a reçu aujourd'hui le soutien des forces libanaises de Samir Jaja, qui lui assure un appoint militaire important. Pierre Serra et Roger Motte les ont suivis dans la montagne. Veillée d'armes dans la montagne pour cette compagnie des forces libanaises, des milices chrétiennes. Les hommes sont nerveux, les moments de détente sont rares, les rires un peu forcés. Chacun pense à sa famille, menacée, dans la ville toute proche. On se déplace à l'abri des crêtes. Les cycles d'artillerie sont gardés secrets le plus longtemps possible. Les combats intermittents risquent pour ces hommes de reprendre à tout moment. L'état de désarmement est contrôlé. Ici, sur ce camion, les orgues de Staline, prêtes à envoyer 40 fusées en quelques secondes. Là, des canons de 130 mm, armements et munitions fournis aux forces libanaises par l'Irak,
qui soutient ceux qui combattent la Syrie. La salle des opérations principales se trouve à Beyrouth, à 4 niveaux sous terre. Les forces libanaises, il y a 2 mois à peine, étaient en conflit avec l'armée régulière dans l'enclave chrétienne. Mais aujourd'hui, plus question, jusqu'à preuve du contraire, de traîner les pieds. La guerre de libération, même si l'on n'a pas choisi le moment de la déclencher, ne laisse pas d'autre choix. L'objectif est tout à fait commun. Le général Aoun a bien déclaré et déterminé l'objectif immédiat de son action, c'est chasser les Syriens. Nous sommes totalement engagés dans cette bataille. Sans réserve, nous utilisons tous les moyens que l'armée nous demande d'utiliser, parce que je dois préciser une chose, pour un combat, on ne peut pas être 2 commandants pour un combat. Il y a toujours un chef qui décide et les autres exécutent après discussion, avant la décision. L'artillerie tire sur les positions syriennes, sur les crêtes d'en face. Mais dans Beyrouth aussi, la bataille est permanente. Les forces libanaises tiennent par endroits la ligne de démarcation entre les quartiers chrétiens et musulmans. Dans les dédales effrayants de l'ancien centre-ville, malgré les remparts de protection, les infiltrations ennemies par tous ces immeubles éventrés sont toujours à craindre. Les patrouilles sont permanentes et les guetteurs sur le qui-vive. L'ennemi est à 50 mètres. De jour comme de nuit, la mort plane au hasard sur les habitants de la ville. Et le bruit sourd du canon est parfois dominé par les sirènes hurlantes qui résonnent dans les rues désertes. Les ambulances ramènent dans les hôpitaux la moisson quotidienne et sinistre de ceux qui sont tombés. Ce soir encore, la zone chrétienne est complètement isolée puisque les bateaux la reliant à Chypre ne fonctionnent plus de peur des bombardements. La journée a été calme pourtant, mais les privations d'eau et d'électricité deviennent très préoccupante. L'arrivée prochaine du pétrolier français, auquel le gouvernement musulman a donc donné le feu vert tout à l'heure, ce pétrolier pourrait soulager la population, au moins à court terme. Réjouissons-nous, sans toujours nous en rendre compte, nous avons payé moins d'impôts et moins de cotisations sociales l'an dernier, un demi-point en moins. Une baisse sans précédent des prélèvements obligatoires, un effet de plus de la croissance record qui dynamise notre économie. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, le pouvoir d'achat des Français a progressé plus que prévu en 88. Un trafiquant de drogue inculpé et écroué à Paris, et pas n'importe qui. Hector Cuellar était jusqu'à ces derniers jours président d'American Express France, American Express Carte. Il faisait partie d'un réseau surveillé de près par l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants et par les services américains. Son arrestation est liée à la découverte d'un laboratoire clandestin chez un de ses complices. Hervé Brusini, Anne Gainsbourger. C'est la première fois que nous découvrons à Paris un matériel tout à fait complet avec les produits chimiques indispensables pour procéder à la transformation de cette pâte de coca en chlorhydrate, c'est-à-dire la fameuse neige qui fait tant courir en ce moment. Elle faisait aussi courir le président d'American Express France, Hector Cuellar. Le banquier recevait les espèces sonnantes et trébuchantes du trafic, des mains même du chimiste de cet appartement. Plusieurs versements de 40 à 50 000 francs chaque fois. Le tout allait sur un compte appartenant à un agent de change colombien. Coïncidence, le président d'American Express France est également d'origine colombienne. Le réseau était donc parfaitement organisé. Badier le chimiste et ses 7 complices arrêtés il y a 6 mois transformaient la pâte en poudre. Et Cuellar, le banquier, blanchissait l'argent de la drogue. Pas de commentaire, M. Cuellar n'est plus président depuis le 11 avril. Voilà ce que l'on vient de nous affirmer ici au siège d'American Express Card. Le 11 avril, une date en forme de curieuse coïncidence puisque c'est précisément 2 jours plus tard, le 13 avril, qu'Hector Cuellar a été arrêté à l'aéroport de Roissy. L'affaire des fausses factures dans le Sud-Est, inculpation aujourd'hui de 5 directeurs de la SAE et de la SORMAE, ces entreprises de travaux publics mêlées à des histoires de pots de vin et de financement douteux. Dassault confirme la fermeture de son usine de Toulouse-Colomiers. C'est la 5e usine de la société qui ferme en 2 ans. Les quelques 1500 salariés vont être redéployés dans d'autres sites industriels. Mais cette décision confirme bien l'affaiblissement d'une entreprise qui paie sans doute une trop grande dépendance vis-à-vis des marchés militaires.
Maryse Mano. Cet ingénieur ne se fait plus d'illusions. La porte de l'usine Dassault, il l'a franchie pour la dernière fois. Un déménagement de plus dans sa courte carrière. Ça fait moins de 2 ans que je suis rentré dans la société Dassault. Je suis rentré à Boulogne en juillet 87. En octobre, on annonçait à peu près la fermeture. Je suis donc resté 9 mois à Boulogne, à l'issue desquels je suis venu à Colomiers. Et aujourd'hui, on nous annonce la fermeture de cette usine, moins d'1 an après mon arrivée. Il y a 6 mois, avec tous les Dassault de Toulouse, il était pourtant fier de sortir le dernier né du hangar, le Breguet Atlantique 2. L'avion sera désormais assemblé à Bordeaux. L'usine sera reprise par l'Aérospatiale, le fabricant d'Airbus, avec le tiers du personnel. Sous l'œil de Marcel Dassault, les syndicats découvrent que tout était réglé d'avance. L'État a exigé le reclassement des 1500 salariés de l'usine. Tous les sous-traitants et le groupe Dassault ont été mis à contribution. L'Aérospatiale, elle, ouvre une procédure pour donner la pré-retraite aux plus de 55 ans. Elle doit faire de la place pour l'arrivée de 600 ouvriers Dassault. En quoi le fait de faire des FNE, donc de basculer le problème d'un vase à l'autre, c'est le principe des vases communicants, va résoudre les problèmes de l'aéronautique nationale. Il y aurait donc danger de se regrouper sur une mono-industrie, voire sur une mono-entreprise qui consisterait à n'y avoir sur le seul site de Toulouse que l'établissement de l'aérospatiale. Ce plan, l'aérospatiale a été contrainte de l'accepter. Elle termine en juin son propre plan d'adaptation des effectifs. Nous avons nos propres problèmes de structuration à l'intérieur de l'entreprise et de compétitivité dans un marché international qui est extrêmement sévère. Donc pour nous, c'est un gros effort, on le fait, c'est ça la solidarité. Si Dassault règle à bon compte son problème social, au plan industriel, le groupe est au pied du mur. L'État, actionnaire à 46%, exige une diversification pour pallier la baisse des commandes d'avions militaires. Il nous demande de prendre l'initiative de notre destin et de chercher les partenariats que nous souhaitons. Notre objectif à terme, c'est de ramener le militaire aux alentours de 55, entre 50 et 60% de notre activité. Une diversification dans l'aviation civile qui pourrait bien préluder un rapprochement Dassault aérospatial à l'image des géants américains. Paris et Bonn ont l'intention d'intensifier leur coopération en matière de défense et de désarmement. Le président Mitterrand et le chancelier Kohl l'ont réaffirmé aujourd'hui à l'issue du sommet franco-allemand. Mais c'est un partenaire bien affaibli sur le front politique intérieur qui s'exprimait à Paris. Georges Bortoli. Ce matin, à l'Élysée, et pour la première fois dans l'histoire, siégeait le Conseil de défense franco-allemand, nouvel organisme qui va permettre aux deux pays d'intensifier leur coopération militaire. Seulement, voilà, si les Français étaient au complet, il y avait des vides en face. En fait, à ce Conseil de défense, le ministre de la Défense allemand lui-même était absent. Pourquoi ? Parce que le chancelier Kohl, en perte de vitesse, vient de décider un remaniement ministériel qui est un peu le remaniement de la dernière chance. Et qu'entre les anciens titulaires de portefeuille déjà partis et les nouveaux pas encore arrivés, tout le monde, y compris lui-même, a du mal à s'y retrouver. L'atmosphère franco-allemande est toujours aussi cordiale, mais tiraillé sur sa droite, harcelé sur sa gauche, Helmut Kohl est-il encore capable de grandes initiatives franco-allemandes ou européennes ? Le géant noir de Mayence, comme on l'appelle, garde en principe sa majorité jusqu'aux élections de l'année prochaine, mais à force de sondages catastrophiques, il voit s'installer une atmosphère de fin de règne. C'est la catastrophe la plus grave qui ait endeuillé la marine américaine depuis le Vietnam. 47 morts la nuit dernière dans une explosion encore mystérieuse à bord du croiseur Iowa. Rémi Roche. L'accident s'est produit lors d'un exercice de tir alors que l'Iowa participait à des manœuvres en Atlantique au large des côtes de Porto Rico. Il était 10 h du matin hier lorsque soudain l'une des 3 tourelles du bâtiment fut secouée par une violente explosion suivie d'un incendie maîtrisé au bout d'1 heure. Le porte-avions Coral Sea, qui participait aussi aux manœuvres, se portait immédiatement au secours de l'Iowa, évacuant une douzaine de blessés en hélicoptère. Nous ne connaissons pas pour l'instant les causes exactes de l'explosion, explique un porte-parole de la marine américaine. Une enquête a été ouverte, mais déjà certains anciens officiers de l'Iowa pensent que des débris incandescents provenant de tirs précédents ont pu mettre le feu prématurément à la charge de poudre.
Une équipe d'Antenne 2 avait pu monter à bord de l'Iowa en novembre 87 au large de Marseille. Lancé en 1943 puis désarmé, le cuirassé reprend du service en 1984 après modernisation. 300 mètres de long, 60 000 tonnes, il est équipé de 9 canons de 405 mm pouvant propulser des obus de plus d'une tonne à une quarantaine de kilomètres. Une puissance de feu impressionnante, à chaque salve, le navire dérape d'une dizaine de mètres. Mais au regard de bâtiments récents, équipés d'armements beaucoup plus modernes, l'Iowa fait désormais surtout figure de navire de prestige au sein de la marine américaine. Dernière minute, cette information diffusée à l'instant par la télévision soviétique. Un glissement de terrain a eu lieu en Géorgie. Il y aurait au moins 52 morts. 3000 familles ont été évacuées. On n'en sait pas plus pour l'instant. Sommet polonais aujourd'hui au Vatican. Le pape Jean-Paul II a reçu Lech Walesa pour la deuxième fois en 8 ans. Éric Perrin. Lech Walesa reçu par Jean-Paul II dans sa bibliothèque privée, lieu généralement réservé pour les personnalités en visite officielle. Les deux hommes qui s'admirent beaucoup ne s'étaient pas vus depuis 1981. Le syndicaliste polonais a rendu hommage à son compatriote en insistant sur le rôle qu'il a joué dans l'existence de Solidarité. 4e jour consécutif de manifestation à Pékin. L'annonce samedi dernier de la mort de l'ancien chef du PC, Hu Yaobang, est à l'origine de ces rassemblements qui prennent une tournure de plus en plus politique. 2000 policiers ont dû disperser violemment hier soir plusieurs milliers de personnes qui s'étaient massées devant le siège du PC chinois au cri de « plus de démocratie ». Une quinzaine de néo-nazis interpellés à Branau en Autriche, transformés en forteresse à l'occasion du centenaire de la naissance d'Adolf Hitler. D'importantes forces de police quadrillent la ville afin d'éviter que ne se reproduisent les incidents qui avaient marqué le 90e anniversaire. Le maire socialiste du village, qui a fait ériger un mémorial antifasciste devant la maison natale du dictateur, a reçu des menaces. Plusieurs personnes ont déjà été reconduites à la frontière. Le roi est mort. Ils sont venus par centaines le veiller à Mulhouse. Ses obsèques seront célébrées demain en région parisienne selon la tradition de son peuple. On l'appelait le baron Déméter. Il régnait sur les tziganes roms. Pascal Deschamps, Marcel Martin. C'était Domici, le roi des Tziganes, et ce matin, pendant quelques heures, la petite morgue de l'hôpital de Mulhouse a appartenu à la diaspora des gens du voyage. Prière en italien, cantique hongrois, la famille de Domici ignore les frontières. Une cérémonie religieuse selon le rite pentecôtiste que le peuple tzigane célèbre depuis 1952. L'espérance que nous avons en Jésus-Christ, c'est que nous avons cette certitude que notre frère n'est pas mort, mais qu'il est seulement en train de dormir. Il dort. Apparemment, ce n'était pas cela. Avant, il y avait, quand nous perdions un cher de notre famille, c'était très émouvant, c'était terrible, parce que les parents pouvaient souffrir. Tard dans la nuit, dans leur camp de Wittenheim, ils étaient près de 300 à veiller autour du feu. Certains étaient arrivés de toute l'Europe il y a 3 semaines, dès qu'ils ont appris la maladie de leur chef. D'autres ont téléphoné d'Australie ou du Brésil pour suivre, jour après jour, l'agonie de Domici. J'avais beaucoup d'appels, alors on a venu porter un dernier hommage à ce monsieur-là qui était très important pour nous et pour toute la famille. Quand il y avait des affaires à faire, c'était lui qui résoudait les problèmes, tout ça. Il était très haut. Domici avait été choisi pour sa sagesse. Bientôt, un autre lui succédera. En attendant, les hommes ont repris la route aujourd'hui pour accompagner le corps jusqu'à Paris. Laissant sur le carreau de la mine famille et caravane. Ils reviendront les chercher dimanche et repartiront, mais cette fois, chacun de son côté. Grande Italie, oui, embrassons-nous, Sampdoria comme un ouragan, Naples en acier, Milan impérial. Ce sont quelques-uns des titres et des adjectifs de la presse italienne aujourd'hui. Une presse en transe après les 3 victoires des clubs italiens en demi-finale des Coupes européennes. À Milan, où le Milan AC a littéralement défait le Real Madrid, on craignait 5 jours après Sheffield que le choc des équipes ne conduise les supporters au délire, mais tout s'est bien passé, surtout pour les Italiens. Olivier Ray.
État de siège à Milan pour un match à haut risque entre le Milan AC et le Real Madrid. Plusieurs hélicoptères, 4000 gendarmes et carabiniers, près d'1 millier de personnes déléguées par le Milan AC. Toutes les autorités italiennes ont fait un effort supplémentaire pour renforcer la sécurité pour cette rencontre au sommet afin de prévenir un nouveau Sheffield. Je veux dire, ils canalisent, vous voyez. Ils pensent que c'est des matchs à haut risque, ils canalisent. Si vous n'aviez pas le billet, vous ne pouviez pas aller aux abords du stade sans le billet, vous voyez. Dans un stade comme celui de Milan, on ne peut pas avoir le même drame qu'à Sheffield? Non, 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 non. Oui, en Italie, non, il n'est pas possible. Pourquoi? Parce que les stadions sont très organisés, très bien. Fouilles systématiques aux abords du stade et au guichet. Transmission renforcée entre forces de l'ordre situées à l'extérieur et à l'intérieur du stade. Résultat, une mobilisation générale pour une prise de conscience collective. Nous avons renforcé, c'est vrai, nos mesures de sécurité, mais en Italie, je ne pense pas qu'un drame comme Sheffield puisse arriver. 80 000 spectateurs au rendez-vous, avec, avant, pendant et après, une prévention de tous les instants. Aime ton football, mais refuse la violence. Un slogan qui a permis aux spectateurs de passer une superbe soirée de football et où les forces de l'ordre ont même eu le temps de participer à la fête. Et maintenant, pour la gloire de l'Italie et pour le plaisir, revoyons avec Jean Mamère les plus beaux buts des 3 rencontres d'hier. On ouvre avec le but le plus incroyable à un tel niveau de compétition. Ancelotti du Milan AC joue avec la défense espagnole et lobe Bouillot, le gardien du Real, trop avancé. Mais la veine, ou plutôt la tête hier soir, était hollandaise à Milan. Celle de Van Basten tout d'abord, puis celle de Ruud Gullit, sans doute inspirée par les gris-gris d'Ancelotti. Les Hollandais rois du terrain, Gullit et Van Basten se trouvent presque les yeux fermés pour marquer. Mais au Milan AC, il y a aussi des Italiens qui savent tirer. Exemple, Donatoni. Voilà comment il faut jouer pour être complet. 1 minute à jouer, Bucarest est éliminé quand Dumitriescu qualifie son équipe, heureux. Enfin, si à Milan ce sont les Hollandais, à Naples c'est le duo argentino-brésilien qui fait tout exploser. Maradona l'Argentin pour Careca le Brésilien. Puisque cela marche, on recommence. Maradona loin devant pour Careca. C'est simple, jouer comme cela, mais malheureusement, ce n'est pas tous les jours dimanche. Un mot de la sélection française pour France-Yougoslavie le 29 avril prochain au Parc des Princes. Michel Platini a retenu un nouvel attaquant, l'Auxerrois Coquard. Tigana et Papin n'en sont pas. Prix record pour une vente exceptionnelle aujourd'hui à Drouot-Montaigne à Paris. Une collection de manuscrits des plus grands de la littérature française du 19e a été dispersée. Une collection unique, celle d'un colonel américain, Georges Bégout. Des trésors à foison, des lettres, des carnets, des manuscrits, Vigny, Balzac, Nerval, Rimbaud, Verlaine, poètes et romanciers dont les écrits intimes et les éditions rares sont dispersés selon la dernière volonté du collectionneur. Les premières ventes atteindront en 2 jours plus de 30 millions de francs. La bibliophilie flambe comme l'ensemble du marché de l'art. Quel amateur ne succomberait à la tentation devant les superbes curiosités que présente Maître Buffetot? Un album de dessins de George Sand qui a appartenu à Maurice Sand, le fils de George Sand. Vous avez des ravissantes aquarelles et dessins. Et c'est depuis le début, si vous voulez, de l'enfant, je dirais, il y a des dessins très tôt de George Sand, et il y en a 44. C'est un album remarquable. Et puis, vous avez ce très joli dessin de Victor Hugo, que Victor Hugo a offert au docteur Émile Alix, qui était son médecin. Nous l'avons estimé 250 à 300 000. Je pense qu'il fera plus, car il est extrêmement séduisant. Et puis, ici, nous avons ce manuscrit d'Alexandre Dumas. Tout le monde connaît Alexandre Dumas. Alexandre Dumas adorait les décorations, comme beaucoup d'hommes. Et alors, il s'était dit, si j'offrais un présent au tsar, j'aurais peut-être une décoration. Dumas n'a jamais eu sa décoration, il n'obtint qu'une bague. Là, vous avez un dessin de Baudelaire, qui est un portrait de Jeanne Duval. Ici, vous avez le seul carnet autographe connu de Charles Baudelaire. Il y a l'adresse de ses maîtresses, il y a ses pensées, il y a ses contes. Dieu seul sait si ça a compté dans la vie de Baudelaire, les contes. Eh oui, cela comptait. En témoignent ces lignes.
qui résume tous ses espoirs et tous ses déboires. Les résultats du tiercé qui se courait à Auteuil aujourd'hui, à l'arrivée le 6, le 2 et le 9. 5 francs dans l'ordre rapportent 4 485 francs et dans un ordre différent 897 francs. Le quartet 6, 2, 9, 4. 5 francs dans l'ordre 35 704 francs 50 et dans un ordre différent 957 francs 50. Voilà, dans un instant, c'est Laurent Cabrol qui va vous parler du temps de demain à 22h10, édition spéciale qui s'adressera à ceux qui ne regardent pas la télé ou qui ne l'aiment pas. Ensuite, les dernières informations de la journée avec Henri Sagnier. Demain, à partir de 6h45, François Ponchelet, Roger Isabelle et toute l'équipe de Télématin vous fera démarrer la journée et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne soirée.